C'est tellement soudain, tellement sidérant et on s'y attend tellement pas. C'est la première cause de mortalité chez les 18-24. Oui. Mon fils était passager d'un véhicule. Solal venait de fêter ses 20 ans 15 jours avant, donc il pensait certainement pas à la mort. Bonjour Christophe Thomas. Bonjour Olivier. Votre histoire personnelle est reliée à les accidents de la route. Oui. Vous avez perdu votre fils de 20 ans. Oui. Les circonstances qui ont amené la mort de votre enfant sont bien évidemment... comment vous les qualifierez? C'est banal, en fait C'est malheureusement banal, c'est-à-dire que c'est tellement soudain, tellement sidérant, et on s'y attend tellement pas, que oui, c'est banal parce que ça touche énormément de familles tous les ans. Je crois que c'est la première cause de mortalité chez les 18-24. Oui. Ils sont particulièrement touchés, évidemment, parce que c'est le premier permis, c'est l'insouciance, c'est la liberté, et qu'à cet âge-là, on n'a pas conscience des risques qu'on peut prendre ou faire prendre à ses passagers. Mon fils était passager d'un véhicule, et que le conducteur de ce véhicule, qui était aussi un jeune garçon de 20 ans, lors d'une soirée dans le sud de la France pendant l'été, des vacances que passent plein de jeunes, des vacances sympas, avait décidé d'emmener 4 personnes dans son véhicule et de les emmener voir un site assez joli au bord d'un lac dans le sud de la France. Une carrière qui surplombait un lac, en fait, une carrière artificielle, un très beau spot près de Fréjus, et que à la fin de cette soirée, avec un peu de consommation d'alcool et certainement 2-3 joints, il a, je dirais, pas eu conscience qu'il n'était pas en capacité de reprendre le véhicule. Et ça s'est traduit par une erreur d'appréciation. Il a confondu la marche avant et la marche arrière. Donc plutôt que de faire un créneau arrière pour ramener ses passagers à bon port, il a accéléré avec l'embrayage et le pommeau de vitesse sur la marche avant. Oui. Et il a fait tomber le véhicule dans le lac et les 5 passagers sont morts. Donc c'est ce que j'entendais lorsque je parle de banalité. Oui. C'est à cet âge-là, consommation d'alcool, un peu de joint et l'insouciance qui caractérise la jeunesse. En fait, on ne pense pas à la mort quand on a 20 ans. Non, Solal venait de fêter ses 20 ans 15 jours avant, donc il pensait certainement pas à la mort. C'était un super garçon, comme tous ses copains d'ailleurs, hein, voilà, même, comme les passagers, certainement le conducteur, hein, Solal était accompagné de 2 amis d'enfance que je connaissais, mais le conducteur et sa petite amie qui était à l'avant, je ne les connaissais pas. Mais oui, évidemment qu'on ne pense pas à tout ça. Évidemment. Solal, lui, il pensait à passer du bon temps avec ses copains. C'était la fin des vacances. Il allait retrouver sa famille, son frère, sa sœur, sa maman, ses grands-parents, ses copains, entamer la rentrée, démarrer un nouveau boulot. Il voulait être ingénieur du son, bosser dans la musique. Il était passionné. Il était solaire, voilà, il pensait certainement pas que ce soir, un peu sympathique, un peu festif, de communion avec ses copains, allait se terminer. Enfin, qui peut y penser? Non, personne. Vous êtes délégué de l'association Victimes et Citoyens. Oui, tout à fait. Délégué national de l'association Victimes et Citoyens, qui est une association, une des plus anciennes, et qui vient en aide aux victimes d'accidents de la route, qui opère un travail de prévention et aussi d'accompagnement ensuite, surtout juridique, aux victimes d'accidents de la route et aux familles des victimes. Et il y a du travail, je suppose. Oui, il y a beaucoup de travail, évidemment, puisque l'accident de la route, c'est aujourd'hui encore quasiment 10 morts par jour, plus de 3500 morts par an, de nombreux blessés, des familles meurtries. Il y a énormément de travail au quotidien, bien sûr, avec un travail qui s'adresse évidemment aux plus jeunes, aux 18-24, c'est le travail que moi je fais en particulier, mais également à toutes les tranches d'âge qui sont touchées par les accidents de la route. Donc un travail préventif et puis un travail d'accompagnement aussi bien en entreprise qu'en milieu hospitalier, qu'en milieu carcéral, que dans le cadre de stages concernant des petits délits routiers. Voilà, l'association intervient avec ses délégués dans toute la France quotidiennement et de manière bénévole et vient en aide à titre préventif ou en accompagnement à ces victimes d'accidents de la route. Et justement, comment combattre en fait
tous ces morts, tous ces jeunes qui meurent sur la route, en moto, en voiture. L'association se lance dans quoi? Dans des campagnes de com, de prévention? L'association se lance régulièrement dans des campagnes avec ses moyens, qui sont toujours les moyens d'association. Donc il y a un peu de subventions, et puis après il y a les donations des adhérents, mais qui sont malheureusement insuffisants pour gérer des campagnes nationales régulières. Quand il y a une campagne, c'est un événement marquant pour l'association. Et puis après, il y a aussi la sécurité routière, donc les choses qui dépendent plus du gouvernement, qui dépendent du ministère de l'Intérieur, et qui font aussi des campagnes régulières. La dernière en date d'ailleurs sur le fait que 8 accidents sur 10 sont causés par des hommes, qui a été assez, je trouvais assez réussi. Chaque petite pierre comme ça est importante pour adresser ce message et dire voilà, qu'aujourd'hui, la route peut être dangereuse quand elle est mal... très dangereuse. Oui. Quand elle est mal utilisée et qu'un véhicule motorisé peut être une arme létale, ouais, bien sûr. Voilà. Mais aussi un vélo et aussi une trottinette, parce qu'il y a de plus en plus d'accidents, puisque ces moyens de mobilité urbaine se sont vraiment développés, et que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui font n'importe quoi, encore aujourd'hui, qui grillent des feux, qui circulent non protégés, qui ont l'impression que rouler sur un trottoir en trottinette, c'est pas grave, rouler en vélo et refuser une priorité, griller un feu, c'est pas grave, mais tout est grave en fait. La route, ça appartient à tout le monde, c'est un sens de responsabilité commun, citoyen, et qu'on doit tous être en capacité de mieux gérer. Et puis après, il y a les circonstances aggravantes, qui est que l'alcool, les stupéfiants, la grande vitesse, qui est aujourd'hui encore malheureusement responsable de beaucoup de morts sur la route, et puis les petites inattentions, le petit SMS qu'on va envoyer, le contrôle de son mail avec son smartphone en voiture, une discussion, une musique trop forte et qui peut, gêner la concentration. Enfin, toutes ces petites choses font que dans sa voiture ou sur sa moto ou sur son scooter, il faut être hyper focus, hyper concentré. Est-ce que vous trouvez que on reste encore assez laxiste en France sur nos lois? Je pense qu'il y a encore des choses à faire. Il y a des débats là qui vont être portés sur l'homicide routier aussi. Parce qu'aujourd'hui, il y a la qualification d'homicide involontaire, mais est-ce que quelqu'un qui volontairement, alors qu'il sait qu'il a trop bu ou consommé des stupéfiants et qu'il tue quelqu'un sur la route, est-ce que c'est un homicide involontaire ou un homicide volontaire? Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que dans certaines situations, pas dans mon histoire personnelle, mais dans certaines situations récentes, il y a vraiment matière à requalifier ça en homicide volontaire, ouais. Vraiment. À partir du moment où l'on prend sa voiture ou sa moto en ayant consommé de l'alcool ou des stupéfiants, on est un danger potentiel pour... Pour moi, on est un criminel. Oui, on est pour tuer n'importe qui, une famille même entière. À Paris, par exemple, je dois voir au moins 15 ou 20 fois dans la journée des vélos griller les feux. Oui. Et voir la police tolérer ce genre de choses. Or, on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'accidents avec les vélos. Je crois que les gens ne réalisent pas, en fait. Ne réalisent pas les risques qu'ils prennent et les risques qu'ils font prendre en ne respectant absolument pas le code de la route. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème alors, ce sont soit des gens qui, je sais pas, n'ont jamais passé leur code, n'ont pas le permis. Je trouve que le code, aujourd'hui, je disais récemment qu'il y a énormément de fraude au code. Il y a eu une réforme du passage du code. Avant le code, moi, à mon époque, quand j'ai passé le code, c'était un centre d'examen officiel avec le petit boîtier. On était surveillés. Impossible de tricher. Aujourd'hui, vous passez le code à peu près n'importe où, dans des bureaux de poste, dans des magasins, etc. Il y a énormément d'usurpation d'identité. Donc des gens qui passent le code à votre place, parce qu'il y a un mauvais contrôle des pièces d'identité, ou de la falsification. Et ça va donner quoi, tout ça? Des gens qui ne vont pas être formés, des gens qui vont avoir leur code, mais sans le passer, ou en trichant. Le code, c'est quand même la base. Oui. C'est le code de la route. Oui. On apprend. C'est assez dur en plus à passer. C'est assez dur normalement. C'est pour notre sécurité. C'est pour notre sécurité. Donc ça, il y a un certain laxisme là-dessus. Moi, j'ai pas compris la réforme du passage du code de la route. Je pensais à une rencontre que j'ai faite dans un hôpital d'un jeune qui a eu un accident de moto et qui ne peut plus bouger que la tête. Le reste de son corps ne marche plus. Est-ce que ce ne sont pas ce type d'images qu'il faut montrer aux jeunes aujourd'hui pour les faire vraiment percuter, plutôt que la dernière campagne qui a eu lieu il y a 1 an et qui était, en tout cas où le publicitaire s'est fait plaisir, mais qui
ne voulait rien dire. Votre campagne était beaucoup plus efficace pendant la Coupe du Monde de rugby, c'était celle où on évoquait la consommation d'alcool et l'irresponsabilité des jeunes. Et le fait surtout d'avoir le réflexe de dire à quelqu'un qui a trop bu de ne pas prendre son véhicule et de tout faire pour l'empêcher, le dissuader de prendre son véhicule. Lui offrir un VTC, le mettre dans un taxi, lui prendre ses clés, l'inviter à dormir chez vous, etc. Il y a plein de façons d'éviter justement qu'il prenne son véhicule. Ce qui aurait dû se passer ce soir du mois d'août, ça aurait été vraiment une bonne chose. Personne n'a été en capacité, mais on ne va pas refaire l'histoire. Oui, les campagnes choc, bien sûr. Nous, quand on intervient, il y a des délégués qui sont tous des grands accidentés de la route, et c'est sûr que certains sont handicapés, polytraumatisés, en fauteuil. Et je trouve qu'on ne le voit pas assez. Alors, ça. Nous, en tout cas, on essaye toujours de le mettre en avant. Il y a beaucoup de délégués, et c'est très impactant. Surtout quand c'est des jeunes. Il y a un jeune de l'association qui a eu le bras arraché à 17 ans avec un chauffard. Il était sur un 50 cm3 en moto. Le chauffard a dévié volontairement. Bref, l'a percuté. Et ce gamin s'est fait arracher son bras, etc. Il continue aujourd'hui à faire du karting. Il est champion. Il conduit d'une main. Il met même des boîtes à des mecs qui sont valides avec... J'ai eu l'occasion d'échanger avec lui. Exactement. Et voilà. Et c'est vrai que quand il arrive dans les lycées ou dans les interventions en milieu scolaire, c'est vrai que c'est hyper impactant. Mais oui. Parce qu'il a le même langage que ces jeunes. Oui. Hier soir... j'ai échappé à la mort parce que voilà, quelqu'un avait grillé un feu. J'avais un gilet, vous savez, ces nouveaux gilets airbag, qui m'a sûrement sauvé la vie. En tout cas, m'a évité un handicap pratiquement lourd. Ce gilet, je l'ai payé presque 600 €. Tout à fait. Comment l'association et comment vous vous positionnez par rapport à ces nouveaux moyens de protection, vous, Christophe ? Moi, personnellement, j'ai été motard pendant des années, depuis l'accident de Solal. C'est vrai que j'ai été un peu réticent à reprendre ce moyen. Maintenant, je suis plus en vélo. Voilà, je sais pas, j'ai un peu peur. Je pense que ça peut s'expliquer. Et j'ai longtemps hésité avant d'acheter un gilet comme ça, airbag. Je l'ai testé. Et je trouve que c'est vrai que le prix a été souvent quelque chose d'assez... c'est très cher. Ouais, c'est très cher. C'est entre 600 et 1000 balles, je crois, enfin 1000 €. Je trouve que ça fait partie des choses qui devraient justement être rentrées dans une vraie logique de réflexion des assureurs. On oblige les motards aujourd'hui à avoir des gants coquets. Des gants. Voilà. Donc, des gants, un casque. Ça fait 40 ans que je suis motard. Et pour la première fois, j'ai eu un accident, vraiment un accident hier. Et l'airbag vous a sauvé? L'airbag m'a sauvé. Oui, bien sûr. En tout cas, m'a sauvé d'un handicap certain. Puisqu'il m'a maintenu tout le torse et la tête droite. Donc finalement, oui, m'a sauvé sans doute la vie et d'un handicap. Et je me suis fait la réflexion c'est marrant, j'ai pensé, alors 1 heure après, au prix que j'avais payé, mais je me suis dit... c'est rentabilisé là. Ouais. Mais là, je pense qu'il devrait y avoir en effet un chèque, une aide, quelque chose, voilà... je sais que le chèque fait débat aujourd'hui, on dit qu'il y a trop de chèques partout, mais une aide, oui, bien sûr, qu'elle vienne des assureurs. Je pense qu'il y a des leviers aujourd'hui qui permettraient une aide à l'achat, qu'on n'ait pas à le financer à 100%, parce qu'on sait que ça marche. Merci beaucoup, Christophe, de votre venue, et puis bravo pour le combat.